Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'Avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Jessica et j'ai eu la chance de discuter avec Geneviève Moreau-Blier, coordonnatrice clinique du Centre de prévention suicide Accalmie à Trois-Rivières. Donc, ensemble, on a discuté des services offerts par le centre et de la problématique du suicide. Donc, sur ce, bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. On peut... Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bienvenue Geneviève. Merci. Bienvenue officiellement. Merci d'être là. Faut savoir, là, nous, c'est comme la saison 2, dans le fond. Là, on a fait une première saison à l'automne, on a parti ça à l'automne dernier. Puis quand on s'est assis et qu'on a fait le brainstorm, là, j'ai dit, on invite Geneviève. Ah. Tu sais, parce qu'on aime ça, recevoir des femmes dans la région. Tu sais, on fait des podcasts, mettons, à distance avec des femmes de Montréal puis d'ailleurs, mais tu sais, c'est le fun quand même d'avoir des femmes de la région puis des femmes qui travaillent dans le milieu, puis tu sais, eux leur mettre de la place puis leur laisser un petit peu de place pour s'exprimer. Fait que j'ai dit, Geneviève, CPS, suicide, je pense que ce serait vraiment hot comme épisode. Fait que merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Je me sens très choyée et enchantée d'être ici aujourd'hui. Oui, puis là, on va le dire, là, on se connaît. Oui. On se connaît parce qu'on a travaillé ensemble il y a quelques années. Quand même brièvement, à peu près 1 an. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des petites questions que je vais te poser, que je connais un peu les réponses, mais comme je te dis, ça fait quasiment 5 ans, là. Fait que puis ça a beaucoup changé, je pense, avec la COVID puis la situation. Fait effectivement, que, ça a roulé depuis. Tu vas pouvoir me mettre à jour là-dessus. Oui, exactement. Fait que avant qu'on commence directement sur la problématique du suicide, j'aimerais ça savoir... T'es qui, Geneviève? Dis-nous ça, la grande question. La grande question philosophique. Je suis qui? Je suis qui? Je suis Geneviève Moreau-Blier. Je suis une personne là, qui détient un diplôme en psychoéducation. Donc, je suis psychoéducatrice de formation. Je travaille depuis maintenant 17 ans au Centre de prévention suicide Accalmie. Oui, ça fait longtemps que je roule ma bosse à cet endroit. J'ai commencé en 2006, en fait, à l'Accalmie, qui était seulement l'hébergement pour les personnes suicidaires. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu un addon que je me retrouve en prévention du suicide parce que moi, de prime abord, je veux dire la clientèle, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais les personnes qui m'intéressaient, que je voulais aider, en fait, c'était davantage les personnes itinérantes. J'avais fait mes stages. J'avais fait mes stages au Havre, à Trois-Rivières. J'avais fait une autre partie de mes stages au SAMU social de Paris, là-bas avec les SDF, les sans domicile fixe. Donc, c'était vraiment en premier, c'est ça. Quand j'ai décidé de devenir un psycho-aide, moi, je voulais travailler avec les itinérants. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai fini mon bac en psychoéducation, en fait, il n'y avait pas nécessairement d'ouverture à travailler au Havre. Moi, j'avais pas envie nécessairement de partir à Montréal. J'avais envie de rester... ma famille est beaucoup ici à Trois-Rivières, donc j'avais envie de rester dans le coin. Donc, je suis retournée, je pense, après mon voyage à Paris, quelques mois à mon emploi d'étudiante, là, en fait, comme caissière. Puis après ça, vers la fin de l'été, quand je me suis mis à chercher une job, Accalmie était là. Accalmie était vraiment jeune parce que il avait ouvert en février 2006, puis moi, j'ai appliqué en août 2006, en fait, là, pour aller travailler là. Oui. OK, fait que vraiment, le début, je savais pas ça. Oui. Tout début. En fait, pour l'hébergement, ça veut dire, là, on est quoi, en 2023? Je suis pas super bonne en calcul, mais ça fait quoi, 18 ans, en fait, là, que l'hébergement... ça l'a fait 18 ans le 20 ou le 21 février 2006. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que là, ça venait tout juste de s'instaurer à Trois-Rivières. C'était comment? C'était nouveau, là. Ouais. Parce que moi, en fait, c'est ça, j'avais jamais pensé travailler en prévention du suicide. Parce que, ce que je connaissais de la prévention du suicide, en fait, c'était le centre, le CPS, le centre de prévention du suicide, Les Deux-Rives, qui était davantage l'intervention téléphonique. Puis moi, moi, ça m'intéressait pas. J'avais envie de travailler vraiment directement avec les gens. J'avais fait mes stages, j'allais à la rencontre des gens dans la rue.
où j'étais dans des milieux de vie pour qu'ils puissent dormir, avoir des soins. Donc, je me voyais pas nécessairement aller faire du téléphone. Mais là, quand j'ai vu qu'il existait un hébergement, j'ai dit, ben, pourquoi pas? En plus, à ce moment-là, les postes qui s'offraient, ben, le poste à temps plein qui s'offrait, c'était un poste de nuit. Donc, ben, j'ai appliqué et j'ai eu l'emploi. Je me souviens que Patrice, là, qui aujourd'hui est toujours mon directeur, Patrice Larin, avait téléphoné pour m'annoncer que j'avais obtenu l'emploi. Je pense que j'étais partie. C'est ma mère qui avait pris l'appel. Je restais encore chez elle à ce moment-là. Puis, il avait dit « Ah, Madame Moreau, vous pouvez être fière de votre fille. » Donc, voilà comment a commencé ma grande aventure dans ce bel organisme. Ah ouais? Oui. Hey, mais je savais pas que tu avais commencé autant là, au début du Oui, oui. CPS. Oh boy, Oui, OK. oui. C'était vraiment nouveau. Il y a énormément de choses qui ont changé là, depuis. Là. Il y a comme un cadre thérapeutique, j'ai envie de dire, qui s'est installé au travers du temps. Là. Parce que c'est ça, au début, il y avait peut-être pas, bon, tu le sais, il y a des ateliers à l'hébergement. Il y avait pas autant d'ateliers. Donc, c'est ça. Il y avait beaucoup de rencontres individuelles, peut-être moins d'ateliers. Fait que c'est ça, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont modifiées, là. OK. Puis là, tu as commencé là-bas en 2006 Oui. en intervenante? Enfin, Oui, titre en intervenante, OK. oui, effectivement. OK. En 2006, en tant qu'intervenante de nuit. Je fais ça pas mal 1 an. De la nuit, c'est pas fait pour tout le monde. En plus qu'à ce moment-là, l'autre intervenant de nuit avec qui je travaillais, ben lui, il travaillait la semaine et moi le week-end. OK. Fait que je sais pas si tu sais, mais pour une jeune femme de 22 ans, travailler les week-ends de nuit, ça coupe pas mal une vie sociale. Puis c'est ça. 1 an plus tard, il y a eu un intervenant qui a quitté, qui était davantage de soir. Donc, j'ai eu le poste d'intervenante de soir. Par la suite, parce que quand moi, j'ai commencé au centre... il n'y avait pas de cuisinière, en fait. C'était souvent les résidents qui se faisaient à manger. Ouais. Mais bon, on s'entend, des fois, les gens n'ont pas, comment je dirais ça, n'ont pas les mêmes règles d'hygiène de vie. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Donc, on trouvait que ça serait intéressant de mettre une intervenante en charge. Donc, j'ai été intervenante en charge de la cuisine pendant un moment. J'ai fait toutes sortes de repas, de menus. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui revenaient souvent. Parce qu'il faudrait que, vu que je restais chez ma mère, je n'étais pas celle qui faisait le plus souvent les repas. Et puis... non, peut-être pas, mais disons que c'est ça, c'était les bases. Là, j'ai fait du pâté chinois, j'ai fait souvent des grilled cheese. Oh, OK! La grande gastronomie. Oui, vraiment. Puis par la suite... quand mon patron a dit « Ouais, là, tu passes plus de temps dans la cuisine qu'en intervention », il trouvait que c'était un petit peu de perte d'expertise. Donc, à ce moment-là, on s'est dirigé davantage à aller engager vraiment des gens formés pour faire la cuisine, dont là, Stéphanie, que là, ça fait longtemps, là, elle, ça fait depuis 2010, je pense qu'elle est avec nous, donc, mais les gens, quand ils viennent au centre, ils sont vraiment bien servis. C'est le commentaire qui revient souvent sur qu'est-ce que tu as aimé de ton séjour, la nourriture, elle revient quand même assez régulièrement. On disait pas ça dans ton temps? Les gens restaient pas pour ça. Puis là, t'étais intervenante. Donc voilà, fait que là, je suis arrivée, j'ai fait intervenante en charge de la cuisine. Après ça, je pense que j'ai dû devenir intervenante de jour. Puis éventuellement, en 2010, dès le début 2010, là, je suis devenue la coordonnatrice clinique là, de l'hébergement au centre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, est-ce que je vais faire ma maîtrise en psychoéducation? Pas que j'y avais jamais songé, mais... Étant donné que j'avais quand même 26 ans quand je suis devenue coordonnatrice, je me disais que d'aller chercher des cours au niveau de la gestion des équipes, c'était pour moi quelque chose d'important. Donc finalement, c'est ça, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en 2010. Et vers 2014-2015, j'ai été diplômée après beaucoup d'efforts et de sueur.
Mais bon, mon but n'était pas de partir de là, mais juste d'être plus outillée, en fait, là, pour soutenir les intervenants là, avec qui que je travaillais. Donc, après ça, ben, est arrivé le moment de la fusion du Centre de prévention suicide Académie. Donc, c'était la fusion, en fait, du centre d'hébergement et du centre de prévention suicide Les Deux-Rives. Je pense que depuis que moi, je travaillais, depuis 2006, d'après moi, ça se parlait de cette fusion-là. Ça leur a quand même pris 10 ans avant que ça se fasse, pour différents, j'ai envie de dire, pour différents enjeux politiques et autres. Mais finalement, c'est arrivé. Puis je pense que, en tout cas, les personnes, autant au niveau des CA que des directions, je pense que le souhait, en fait, c'était surtout de faire en sorte qu'il y ait juste un numéro de téléphone pour les personnes en crise, pour les personnes en détresse, éviter qu'elles soient vraiment là, lancées d'une ressource à une autre. Ouais. On voulait vraiment, c'est ça, rendre un service accessible pour tous avec un ensemble de services, en fait, là, qui pouvaient les aider, là, que ce soit l'intervention téléphonique, mais aussi davantage l'hébergement. Donc, ça faisait du sens à ce moment-là. Ben oui, parce que, tu sais, mettons, t'appelles au 1-866 appel. 1-866, c'est ça? Ouais, hein? Ouais, exactement. 1-866 appel, puis... Tu sais, là, tu le sais que la personne à qui tu parles au téléphone, l'intervenante, ben elle sait, y a-tu la place en hébergement? Exactement. Est-ce que tout de suite, tu peux, comme, t'inscrire, donner ton nom pour aller en hébergement? Tu sais, t'as pas comme à je vais faire une référence, je vais appeler l'autre organisme. Exact. C'est ça, c'est plus facile, là. Oui, c'était vraiment... C'est ça. Le but, c'était d'offrir les services à un endroit, là, et pas deux. Donc... OK. Puis ça s'est fait en quoi, 2015, 2016? Ouais, c'est comme... En 2016, ça a été j'ai envie de dire, la fusion administrative. Okay. Puis c'est vraiment en 2017 que la fusion avec vraiment les intervenants, là, les intervenants du CPS Les Deux-Rives sont venus sous le toit de l'hébergement. Et ça s'est fait, à ce moment-là. C'est quand même nouveau, là. Je pensais pas que c'était... Ça fait quoi, 5 ans à peu près? 6? Ouais, exactement. Ah, ouais, c'est okay. Ça. Puis toi, ton rôle en tant que courdo dans tout ça, c'est quoi à peu près? Mon Dieu, mon rôle est grand. Qu'est-ce que tu fais toute la journée, Geneviève? Qu'est-ce que je fais toute la journée? Rien. Je dirais que mon rôle est grand. Je pense que mon rôle est avant tout de voir est-ce que les besoins des personnes suicidaires, des proches des personnes suicidaires, des personnes endeuillées par suicide, soient le plus remplis, respectés. Je pense que j'ai un œil vraiment sur les services qu'on offre aux personnes pour tenter de toujours de faire le mieux qu'on peut pour pouvoir les aider. Je pense que je suis là aussi en soutien à mes collègues, à mes intervenants. Je suis là pour, les aider dans leurs interventions. C'est pas toujours facile d'intervenir dans des situations de crise. Hein? On rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes de souffrances. Donc, je pense que je suis là en soutien, des fois pour les aider à trouver d'autres alternatives, voir une autre façon de pouvoir intervenir avec les personnes quand des interventions, malheureusement, ne fonctionnent pas. Je pense que je suis là pour, justement, faire de la supervision clinique, pour être là pour les écouter quand l'intervention a été vraiment difficile puis qu'ils ont besoin de ventiler sur le sujet. J'aime beaucoup aussi tous les liens avec les partenaires que je crée. Évidemment, les intervenants en lien avec la référence des gens, ils ont souvent des liens avec les partenaires, mais moi-même, j'en ai aussi beaucoup. J'aime ça, avoir des liens avec les partenaires. J'ai beaucoup de fun avec les partenaires. Quand il y a quelque chose, quand il y a une situation vécue dans des milieux, souvent, je peux être la personne de référence vers qui les partenaires vont se tourner, puis après ça, je vais intégrer mon équipe à l'intérieur de ça. C'est sûr que c'est ça, on dirait que des fois, j'ai de la misère à dire qu'est-ce que je fais, mais j'essaie de voir, c'est ça, aux nouvelles façons qu'on peut intervenir. Personnellement, je suis allée me chercher de la supervision en approche orientée vers les solutions, qui est vraiment une approche
qui est recommandé en prévention du suicide. Donc, je suis allée faire de la supervision pour moi mieux superviser mon équipe. J'essaie de demeurer quand même à l'affût des bonnes pratiques, de voir, c'est ça, à toujours avoir les intervenir avec, j'ai envie de dire les meilleurs, ben, je l'ai dit, les meilleures pratiques, là, j'inventerai pas des mots. Sinon, ben, je peux être appelée, c'est ça, à faire des PSI, des TSI, donc des plans de services individualisés ou des TAM de services individualisés. Je me souviens jamais des lettres, mais pour finalement me concerter avec d'autres partenaires pour, encore une fois, aider la personne qui va pas bien de la meilleure façon qui soit. Parce que pour nous, ben, avoir des idées suicidaires, oui, c'est une problématique, mais autour de ça, il y a d'autres problématiques, hein. Il y a la dépendance, la santé mentale. Il y a aussi, ben, toutes les personnes qu'on rencontre qui ont été malheureusement victimes d'agressions physiques ou sexuelles. Donc, à un moment donné, on est plusieurs à graviter des fois autour d'une personne. Je pense que c'est important qu'on se parle, qu'on se concerte pour tout aller dans le même sens, puis c'est ça, offrir les meilleurs services à la personne là, qui en a besoin. Là. Ben oui, parce qu'il peut y avoir beaucoup de comorbidité là, oui, effectivement. dans les problématiques vécues. Là. Le suicide, c'est une chose, mais des fois, je pense que c'est juste la pointe de l'iceberg sur tout le reste. Là, parce qu'au final, on n'arrive pas à penser à ça du jour au lendemain. Là. Il y a souvent plusieurs stresseurs, plusieurs événements là, qui viennent contribuer à tout ça. Là. Donc, je pense que quand on travaille ensemble, souvent, on va m'interpeller parce que, ben, je suis une spécialiste, là. On peut le dire. On peut le mot est juste. Je suis une spécialiste en prévention du suicide, mais en même temps, je suis pas un spécialiste de toutes les problématiques. Puis finalement, ben, maintenant, puisque le temps passe, je veux dire, on a toujours des nouvelles situations. Je vais prendre l'exemple au niveau de la déficience intellectuelle puis du trouble du spectre de l'autisme. C'est pas nécessairement, moi, quelque chose que je voyais au début là, de mon intervention au CPS. Là, on en voit davantage. Mais moi, cette problématique-là, étant donné que, pas que j'avais pas d'intérêt, mais j'ai envie de dire que ben des gens me disent, moi, dans la vie, « Ah, mon Dieu, Geneviève, je ferais pas ta job. » Ouais. Moi, je ferais pas la job de certains intervenants non plus. Pour d'autres raisons, mais quand même. Donc voilà, je suis spécialiste, oui, en prévention du suicide, mais je suis pas spécialiste de toutes les problématiques. Donc pour moi, c'est évident qu'il faut travailler ensemble selon nos expertises et nos connaissances, là. OK. Puis justement, mettons, quelqu'un qui travaille dans un autre organisme ou qui travaille ailleurs dans Trois-Rivières puis qui voudrait travailler avec le CPS, mais qui connaît pas ça. Comment tu lui présenterais le CPS? Après, c'est quoi Geneviève? C'est qui Geneviève? C'est quoi le CPS? Ben, c'est quoi le CPS? Je trouve tellement que... C'est ça, je prêchais pour ma paroisse, mais je trouve tellement que c'est un beau milieu. J'ai envie de dire que, clairement, au niveau de l'expérience, c'est quelque chose de vraiment riche. Surtout quand il est question de crise. J'ai envie de dire qu'une fois que tu as intervenu en crise, j'ai l'impression qu'il peut ne plus y rien avoir à ton épreuve, en fait. Souvent, ben c'est ça. Je pense qu'on a l'image. Les gens, ils ont souvent peur. Puis là, j'ai en tête les stagiaires parce que, ben, ça fait aussi ça partie de mes tâches, m'occuper des stagiaires qui viennent, qui font des demandes dans notre milieu. Les gens, ils ont souvent peur là, de venir faire des stages. J'ai l'impression qu'entre autres, par rapport à l'hébergement, l'idée qu'on se fait, c'est que les gens vont arriver, que tout le monde, tous les résidents vont être en position fœtus, là, à terre, en train de pleurer. Et pourtant, c'est vraiment loin d'être ça. C'est loin. Puis quand on parle de crise, ben oui, il peut y avoir des fois de l'agressivité, etc., mais
clairement que la crise, c'est quand même un concept qui est large, là. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, des fois, qui peut faire peur, là. Je dis pas qu'on rencontre jamais de personnes violentes ou du moins désorganisées à un point qui sont plus impulsifs ou tout ça, mais ça, c'est quand même pas ça qu'on rencontre le plus souvent non plus, là, faut se le dire. Je pense que malheureusement, il y a des milieux d'intervention qu'au niveau de la violence et de l'agressivité, c'est vraiment pire que chez nous, là. Mais bref, je parlais du milieu, c'est que c'est ça, c'est de venir voir, de l'essayer, parce que souvent, c'est ça, on a des idées préconçues par rapport à cette intervention-là, et pourtant, c'est beaucoup moins difficile. Moi, j'ai envie de dire que je travaille pas vraiment... Des fois, on va dire, tu travailles avec la mort ou non, je travaille avec la vie. J'en ai parlé, j'en parle beaucoup dernièrement autour de moi, mais on a eu à rencontrer une personne là, qui venait du Brésil, puis je m'étais intéressée à la prévention du suicide au Brésil. Puis elle m'avait dit que les centres là-bas s'appelaient les centres de valorisation de la vie. J'ai trouvé ça vraiment beau. J'aimerais ça changer le nom de mon centre pour Centre de valorisation de la vie Académie. Je trouverais ça encore plus hot. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. On essaie de redonner de l'espoir aux gens. On essaie de les aider à voir que même si c'est difficile en ce moment, malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées, ben pour plusieurs, il y en a beaucoup qui ont du courage, de la persévérance, de la détermination, qui ont des belles forces à l'intérieur d'elles qui peuvent être encore utilisées puis qui sont importantes à utiliser, que malgré que des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on rencontre puis j'ai envie de dire que à partir du moment qu'ils sont nés, c'est malheureux, mais ils n'ont pas eu la vie facile. Et pourtant, ben, pour moi, c'est les personnes les plus résilientes que je peux avoir croisées dans ma vie. Ouais. Donc voilà, c'est ça notre travail. Oui, on voit des gens qui vont pas bien, on voit des gens qui sont dans des situations de grand désespoir. Puis en même temps, ben c'est ça, nous, on est là pour les aider à avoir des fois la petite lumière ou la petite chose, en fait, là, qui a fait une différence dans leur vie, dans les jours qui viennent de passer, dans les dernières années. Le petit moment d'exception. Oui, le petit moment d'exception, effectivement. Quand je pense à... C'est sûr que, on va se le dire, moi, je suis très hébergement, hein, j'ai commencé là, mais quand on voit les personnes arriver au jour 1 versus au jour 21, et c'est beau avoir cette transformation-là. Il y en a vraiment qui arrivent puis qui font comme « Ah, c'est la dernière chance que je me donne en venant ici », puis ils repartent, puis finalement, c'était la chance de plus qu'ils se donnaient. Qui fait toute la différence. Oui, vraiment. Oui. Puis tu dis 21 jours, mais pour les gens qui ne savent pas un petit peu comment ça marche, le CPS, c'est quoi les services exactement? En fait, comme on parlait tantôt, la porte d'entrée du Centre de prévention suicide Accalmie, c'est le 1866-APPEL, donc 1866-277-3553. Des fois qu'on ne sait pas s'il y a 2 L ou non dans APPEL. Donc, c'est la porte d'entrée à tous nos services. Il y a des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux personnes. À Trois-Rivières, nous sommes les mandataires du 1866-APPEL. Ça, ce que ça veut dire, c'est que peu importe que tu sois à Latuc, Drummondville, Victoriaville, si tu fais le 1866-APPEL, c'est chez nous que ça va sonner. Nous allons faire l'intervention pour ensuite là, transférer, si nécessaire, au bon territoire. Okay. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à Drummondville, il y a le centre d'écoute et de prévention du suicide de Drummondville qui existe, qui est là pour les gens de cette région-là. Et à Victoriaville, même chose, il y a le centre de prévention du suicide de Arthabasca, Érable, là, qui est présent pour eux. Mais nous, si les gens font le 1866, on fait la première intervention. Puis si par la suite, on voit qu'ils sont pas du territoire, là, que nous, on descend, on va les référer là, au bon endroit.
Puis justement, le territoire, tu dis Drummond puis Victo, eux, ils ont-tu l'hébergement ou c'est Non. seulement téléphonique? C'est seulement téléphonique. Je pense que il peut y avoir des contacts. Je veux pas trop m'avancer, là. Je sais qu'il peut y avoir quand même là, des rencontres en face à face, mais je pense que c'est davantage là, au moment, entre autres, là, de faire des rencontres pour les personnes endeuillées par suicide, entre autres. Là. Chaque CPS a quand même leurs services qui leur appartiennent. Donc, quand on est de cette région-là, ben, ça vaut la peine là, de vérifier qu'est-ce qu'ils offrent. Mais non, l'hébergement, c'est vraiment propre à Trois-Rivières. Puis nous, on descend la Mauricie au complet. Bécancour-Nicolet et Yamaska là, fait partie de nos territoires qu'on dessert. Puis après ça, quand on arrive en soirée et la nuit, là, notre territoire au niveau du téléphone s'élargit. Parce que c'est ça, Drummondville et Victoriaville ne sont pas des centres 24/7. Puis on donne aussi des services sur le territoire de la Nodière là, pendant la nuit là, pour pouvoir les aider. C'est un grand territoire. C'est un grand territoire. Ouais, OK. Donc, c'est ça. Fait que la personne, elle va appeler, on va faire une première intervention. On intervient évidemment auprès des personnes suicidaires qui sont en crise. Des fois, on va aussi intervenir auprès de personnes suicidaires qui sont pas nécessairement dans la crise, mais qui ont peur en prévention pour pas tomber en crise, qui vont nous appeler. On va intervenir aussi auprès des proches qui ont des inquiétudes pour des personnes autour d'elles qui sont suicidaires. Et on va aussi offrir là, de l'intervention téléphonique là, pour les personnes endeuillées par suicide, soit qui viennent tout juste de perdre quelqu'un, ou des fois, il y a des gens que ça fait quand même plusieurs années, mais à ce moment-ci, c'est l'anniversaire du décès ou l'anniversaire de la personne. C'est plus difficile, il y a plus d'émotions. Donc là, aussi, on est là pour intervenir auprès d'elles. Après ça, au niveau de l'intervention auprès des personnes suicidaires, il y a des personnes qui vont juste vouloir avoir la possibilité de nous appeler et c'est quelque chose qui est respecté. Ensuite, au niveau téléphonique, on peut offrir des relances téléphoniques. Donc, ça, c'est en fait là, nous qui va appeler les personnes suicidaires. J'ai envie de dire pour un court terme, là, parce qu'au final, le but d'une relance téléphonique, c'est vraiment... J'ai envie de dire un peu de briser la glace avec les personnes. Des fois, c'est pas toujours facile, hein, de parler au téléphone. De plus en plus, on dirait que plus que le temps passe et les textos, le clavardage, des fois, c'est plus facile. Même moi, j'aime pas nécessairement répondre au téléphone. Donc, mais des fois, ça brise la glace. Puis le but de la relance, c'est vraiment d'apprendre aux gens, à un moment donné, nous appeler... en fait, puis des amener à, si jamais ça va pas bien, appel. Donc, des fois, avoir déjà des contacts avec certains des intervenants, ça l'aide à justement, éventuellement, là, appeler là, quand ça va être plus difficile. Il y a un petit peu moins d'inconnus si jamais tu as besoin d'appeler. Oui, exactement. Mais que tu n'as jamais parlé à la personne. Exactement. Donc, je comprends que ça peut être impressionnant. Exactement. Puis je sais aussi que des fois, ça fait peur, le téléphone, parce que pour diverses raisons... Puis ça peut être dans notre centre comme ça peut être ailleurs où on j'ai envie de dire, je vais me reprendre, où on a à appeler les secours parce qu'on considère que la personne est en danger. Mais moi, je veux juste rassurer les gens que s'ils nous appellent, qu'ils collaborent avec nous, qui sont à l'écoute de nos interventions... ou qui nous aident à les aider d'une certaine manière, parce que là, ça peut paraître gros pour une personne qui est en crise, là, que je dis ça, mais en fait, nous, on n'est pas là pour appeler les secours. On est là pour diminuer la crise en offrant de l'écoute, en normalisant, en validant, mais oui, en essayant de chercher avec la personne les petites brides d'espoir qui existent encore. Quand on arrive à vouloir signaler... J'ai envie de dire que, souvent, ben ça va être avec la collaboration de la personne parce que la personne elle-même va vouloir se rendre à l'hôpital pour se protéger. Mais quand on arrive sinon à ce moment-là avec une personne qui est vraiment en crise puis qui ne reçoit pas les interventions, ben on sait ça, on essaie vraiment de tout faire avant de se rendre à ce point-là. Évidemment, des fois,
pour différentes raisons, ça a peut-être été plus vite. Ou des fois, on a appelé dans un autre service, puis des autres services, des fois, sont pas toujours à l'aise avec la problématique du suicide. Donc, va avoir appelé les secours rapidement. Puis c'était peut-être pas ça que la personne elle avait besoin. Mais c'est ça. Souvent, c'est ça la crainte d'appeler, j'ai envie de dire, au centre. Oui, mais tu sais, comme tu dis, j'imagine que c'est pas votre réflexe numéro 1 de tout de suite. On appelle les policiers ou tout, on va à l'hôpital. Puis quand c'est fait, ben c'est tout le temps pour aider la personne. Oui, pour elle, la protéger, t'sais. effectivement. C'est jamais contre elle. Non, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, mais c'est tout ça pour dire que la relance, c'est vraiment pour essayer là, de vraiment briser un peu peut-être le barrage des fois qui se crée avec les services téléphoniques. Ensuite de tout ça, ben, en fait, après ça, au téléphone, quand on fait de l'intervention téléphonique, si c'est pas avec nous qu'il y a des services, ben, on va s'assurer qu'il y ait des services ailleurs. Donc, en référant la personne aux bons organismes pour pouvoir recevoir de l'aide. Puis autrement, ben, en fait, on peut, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut proposer aussi l'hébergement aux personnes suicidaires. Donc, quand on parle pour l'hébergement, ben, c'est pour des personnes de 18 ans et plus qui sont volontaires à venir en hébergement. Ce n'est pas la psychiatrie, ce n'est pas obligé. On a des personnes qui arrivent, ils restent 4 heures, ils se sentent pas bien, ils quittent, ils ont le droit. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Nous, c'est sûr qu'on doit s'assurer de la sécurité, bien évidemment. Mais autrement, il n'y a pas d'obligation à rester avec nous. J'ai envie de dire que des fois, les gens, ils appellent, puis juste de savoir qu'on est là, puis qu'ils pourraient venir en hébergement, c'est suffisant pour ces personnes-là de dire, ben, ça marche pas, je vais pouvoir y aller. Puis ça il y a s'arrête quelque chose là. au cas où, là. Des fois, il y a des personnes, c'est ça, qui viennent, mais étant donné, moi, je pense que quand on est dans les idées suicidaires, dans les signes dépressifs, là, bien évidemment, on se sent bien nulle part. Fait que c'est sûr que quand on arrive au centre, ça se peut qu'on se sente pas plus bien à cet endroit-là. Mais il est intéressant parce que quand on rentre, tu l'as vu, Jessica, c'est une maison. Là, à l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'elle est aussi grande. Quand on rentre, on a vraiment l'impression de rentrer chez soi. C'est chaleureux. Ben, c'était anciennement une maison familiale, là, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment... j'ai envie de dire qu'il y a un aspect sécurisant là, de rentrer au centre. Là. C'est pas frette, là. Non. C'est pas... Je vais me permettre de dire, ça ressemble pas justement à un hôpital. Non, ou, exact. C'est vraiment, comme tu dis, chaleureux dans une maison, puis en plus, la bouffe est bonne. Oui, voilà. La bouffe est bonne, ça, c'est vraiment le plus important. Donc, c'est ça. Donc, les personnes, elles peuvent venir... Le côté volontaire, finalement, je vais revenir à ça, est super important. C'est pour les hommes et pour les femmes. On a une capacité là, de 9 places. Là, par contre, avec la pandémie, on avait diminué à 5 pendant quand même un bon moment. Là, on est remonté à 7. On n'est pas encore retourné à 9. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il y a comme l'aspect aussi qu'on vit la crise de la main-d'œuvre au centre. Il y a quand même un bon roulement d'intervenants. En plus, on a été longtemps à 5. Je pense que ça aurait été difficile de passer de 5 à 9 en claquant des doigts. Je pense qu'éventuellement, on va y retourner à 9. Mais il va être important de bien placer les choses là, pour les intervenants, pour qu'ils se sentent bien en sécurité. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé au centre, on était souvent tout seul là, sur nos corps de travail. Là. C'était un intervenant pour 9 résidents. Donc, moi, dans ma tête, je me dis toujours, mais ça se fait, c'est facile. Mais évidemment, quand tu as eu longtemps moins de résidents, il y a une adaptation à avoir, puis... en fait, c'est que 9 personnes, ben, autant que ça peut aller super bien, puis autant que tout peut éclater en même temps. Donc, c'est un peu ça l'enjeu. Puis quand t'es tout seul, ben, ça se peut que ça soit quand même du sport, faire de l'intervention... comme on dit, un rentre dans le bureau, l'autre sort. Non, ça peut être quand même très exigeant à certaines occasions.
Ensuite de ça, ben il faut en fait que les gens soient d'accord avec le code de vie. Je pense qu'on a quand même un code de vie qui est assez, j'ai envie de dire, souple, ouvert. Mais évidemment, comme tout milieu de vie, c'est important qu'il y ait des règles. Puis nous, les règles sont vraiment basées sur le fait qu'on veut avant tout travailler les saines habitudes de vie. C'est un élément important quand on va pas bien. Aller travailler la base de la pyramide de Maslow. Sur le sommeil, l'alimentation. Donc, c'est sûr qu'il y a des règles des fois par rapport à l'utilisation des cellulaires, par rapport au respect aussi entre les gens, par rapport aussi à l'implication, parce que il y a des ateliers à tous les jours, du lundi au vendredi, il y a des ateliers, il y a des points d'arrêt qu'on appelle, qui c'est aussi une petite forme d'atelier. Il y a des tâches ménagères. C'est pas une maison de repos, en fait. Faut pas le voir comme ça, mais en même temps, c'est pas non plus un horaire chargé ou que t'as jamais le temps de faire une sieste. T'as le temps de faire une sieste. Donc, mais quand on demande l'implication dans les heures concernées, on s'attend à ce que les gens s'impliquent parce qu'on croit que c'est justement en faisant des petits mouvements à chaque jour que on finit par sortir de la tête de l'eau. Puis pour maintenir la routine, comme tu dis aussi. Oui, la routine, effectivement. Puis les gens, quand ils arrivent, c'est ça, ils ont perdu beaucoup au niveau de cette routine-là, au niveau des saines habitudes de vie, de manger ou des fois de dormir pas assez ou trop à certaines occasions aussi, là. Donc, c'est important de revoir tout ça parce que au final, la base va te donner l'énergie pour le reste aussi. Ben oui. Donc, puis après ça, au niveau de la sécurité, le milieu apporte ce cadre-là, cette sécurité-là. Il y a des intervenants encore là, 24/24, 7 jours sur 7 qui sont présents. Donc, si, exemple, une personne se lève la nuit, a fait un cauchemar, elle a quand même un intervenant avec qui aller en discuter si c'est difficile puis qu'elle a la difficulté à se rendormir. Donc, c'est ça a vraiment ça. C'est des séjours qui peuvent aller jusqu'à 21 jours, étant donné que, en fait, c'est volontaire, encore une fois. Donc, des fois, il y en a qui viennent 1 semaine, 2 semaines, puis ils sentent qu'ils sont venus chercher ce dont ils avaient besoin, puis ils repartent là. Il y en a qui restent les 3 semaines, qui voudraient rester plus longtemps. Ouais. Mais nous, on va les encourager à aller affronter... comme on dit, la réalité pour appliquer les outils qu'on leur a donnés, en fait. Puis ça reste aussi, c'est pour ça que dans les séjours, quand ils arrivent les week-ends, on va encourager les gens à faire des retours progressifs, qu'on appelle. Mais au final, c'est ça, c'est pour aller voir comment ça se passe à la maison, puis utiliser les outils qui ont été vus, soit en rencontre individuelle ou soit en atelier. Puis si jamais ça n'a pas marché, OK, qu'est-ce qu'on fait de différent finalement? Qu'est-ce qui va aider pour la suite? Tu vas comme tester un peu, parce que tu reviens, tu t'adaptes. Oui, exact. On réessaie d'autres choses pour vraiment te préparer à ta sortie au bout de 21 jours. Oui, exactement. OK. Puis des fois, il y en a, par exemple, qui vont venir, mais que finalement, ils n'ont pas vraiment de milieu de vie. Mais ils ont je le disais, hein, le suicide, c'est pas le seul problème. Il y en a tout ça, mais il y en a qui vont aller poursuivre. Autant que j'ai vu des femmes qui vont aller poursuivre plus dans des centres pour femmes de la région. Il y en a aussi qui vont aller poursuivre dans des thérapies de consommation, dont Rémi, entre autres, ou sinon toutes les autres qui existent. Des fois, c'est ça, les gens vont... C'est une transition, en fait, des fois, vers un autre milieu. Souvent, on a des personnes qui vont arriver, ils ont fait un séjour à l'hôpital, ils vont venir au CPS pour faire la transition avec le milieu de vie. Parce que quand tu es à l'hôpital, il y en a maintenant, je pense, justement, des retours progressifs là, suite à une hospitalisation, mais quand même, des fois, que de venir avec nous, là, vraiment pour le côté d'intervention, je pense que c'est vraiment aidant là, pour ces personnes-là. Oui, exactement. OK. Puis ça l'arrive-tu? Parce que, tu sais, souvent, mettons, j'entends... tu sais, mettons, j'ai un emploi, fait que je peux pas partir 3 semaines, ou je vais à l'école, ou tu sais, même j'ai des animaux, je peux pas les laisser 3 semaines. Est-ce que les gens ont la possibilité de retourner? Est-ce que, mettons, quelqu'un pourrait travailler de 8 à 4,
puis de retourner au CPS en soirée? Comment ça marche? Oui, ben moi, je me dis que, en fait, c'est sûr que quand une personne travaille, réellement, je pense que ça peut être exigeant que de faire un séjour chez nous, en plus de travailler. Ouais. En même temps, moi, je me dis que quand la personne travaille, que d'une certaine façon, ça la valorise, ou du moins, ça y amène une sécurité financière. Ouais. Je me dis, je veux pas aller à l'encontre de ça. Faut juste qu'elle soit consciente que même si elle travaille, ben elle aura des engagements à respecter, que ce soit au niveau des tâches ménagères ou des fois au niveau des travaux, peut-être plus de manière individuelle, là, si jamais elle peut pas participer aux ateliers, mais sur les travaux qu'elle va devoir faire en lien avec son hébergement, son suivi avec nous. Je pense qu'il faut qu'elle soit consciente de ça. Des fois, il y en a qui viennent, qui travaillent en même temps, puis ça se passe vraiment super bien. Il y en a aussi qui vont encore à l'école. OK. On en voit qui vont à leurs cours. En fait, c'est ça. Si on peut amener un cadre sécuritaire, puis les laisser poursuivre, là, quand même, les occupations, on va le faire. Mais évidemment, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, vont progresser avec les rencontres individuelles, mais j'ai vraiment l'impression que les rencontres de groupe, les ateliers, c'est vraiment une force qu'on a, puis qui apporte beaucoup aux gens qui sont hébergés. Donc, je pense qu'on est toujours un peu déçus si la personne ne peut pas y participer. Mais on a vu des situations que la personne... Je me souviens d'un monsieur que... Il y avait vraiment une belle relation avec son employeur, puis son employeur il autorisait à finalement rentrer après l'atelier au travail pour faire ses journées. Donc, c'est quand même assez surprenant, mais c'est pas surprenant, mais réellement, moi, je suis toujours contente de voir à quel point il y a des employeurs très empathiques et ouverts à ce que leurs employés reçoivent de l'aide, puis... des fois, ouais, je peux être même étonnée, des fois, tellement il y en a, mais tant mieux. Ben oui, tant mieux. Puis surtout, tant mieux si la personne est à l'aise d'en parler avec son employeur aussi. Oui, Pour avoir exact. Ben ces oui, accommodations-là. exact, oui. Mais je me souviens plus, je pense que c'était Brian Michara, qui est un chercheur là, ici au Québec, au centre de crise, qui s'appelle CRISE, en fait, là, le centre de recherche et d'intervention... Bref, sur le suicide et... je suis plus très bonne dans les lettres, encore une fois, mais Brian Michara, il a fait des recherches, il fait beaucoup de recherches en prévention du suicide. Il me semble que c'est lui qui avait fait des recherches sur les personnes qui demandent de l'aide, en fait, puis le niveau de satisfaction ou comment ils se sont sentis accueillis, écoutés, etc. Puis les employeurs surpassaient finalement les psychologues, je crois. Ah ouais? Sur comment la personne s'était sentie accueillie, écoutée, etc. Oui, il y avait vraiment... c'était vraiment étonnant de voir ces chiffres-là. OK. Au niveau de la satisfaction de... Hey, ça filait pas, j'avais des idées suicidaires, je suis allée en parler à mon employeur, puis mon Dieu, ça m'a fait du bien, j'ai été... On peut avoir une belle surprise. Oui, oui, vraiment. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu, OK. Fait puis que... après ça, je veux pas dénigrer du tout le métier de psychologue, hein, parce que je pense que des fois, ben, c'est ça, il en manque, mais il y en a quand même beaucoup de psychologues. Il y a différentes approches, fait que ça se peut qu'effectivement, à un moment donné, on tombe sur un, puis c'était malheureusement pas le bon pour nous, là, donc c'est plus ça. OK. Puis pour l'hébergement, là, mettons quelqu'un qui dit « Ah, tu sais, comme je suis au courant que ça existe, mais je suis pas rendue là. » Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, en fait, qu'est-ce que je lui dirais? Ben, je pense que je dirais de continuer à y réfléchir. Peut-être que je l'inviterais à venir me rencontrer directement à la ressource. Évidemment, on peut pas faire de visite là, de la ressource, là, étant donné qu'il y a quand même un enjeu de confidentialité. Mais ça reste quand même que tu as une idée pareille quand on rentre de quoi ça a l'air. Tu sais,
c'est ça à quel point il faut être rendu à... Ben, c'est ça, tu sais. Parce que des fois, la ligne, elle peut être mince, puis on peut pas... Tu sais, on peut traverser rapidement de l'autre côté, j'ai envie de dire. Fait que... moi, je me dis, ben, viens l'essayer. Et de toute façon, c'est volontaire. Si ça fait pas ton affaire, t'as toujours la possibilité de quitter. Comme on dit, si on sait que t'es en sécurité, pour nous, rendu là, on va pas envoyer la police parce que tu décides de t'en aller. Mais être rendu là, c'est quoi? Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, puis j'imagine, nous, au Calax, on l'entend ici, puis j'imagine que toi aussi, tu l'entends dans ton milieu, mais tu sais, on entend souvent il y en a que c'est pire, tu sais. Il y en a que c'est pire que moi, il y en a qui ont vécu pire, il y en a, tu sais, il y en a qui se projettent vraiment comme ça. Fait que des fois, de dire, il y en a qui ont vécu pire, je prendrais pas la place de quelqu'un en hébergement, Oui, mettons, effectivement. Ouais. Oui, c'est sûr que ça l'arrive qu'on entend ça, mais pour moi, il n'y a pas de personne pire que d'autres. Tu sais, chacun a sa souffrance puis son niveau de tolérance aussi par rapport à ça. Je pense pas qu'on arrive à penser au suicide tu sais, j'ai envie de dire, je pense pas qu'on arrive à penser à ça... Il y a pas de question de force ou de faiblesse dans tout ça, au final. Puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent puis qui font « Mon Dieu, quand je vois que telle personne a vécu telle chose, on dirait que ça l'amène à rationaliser sur ses propres difficultés, mais ça reste quand même que cette souffrance-là était là, que tu pensais à ça. » Ouais. Fait que ta place est là, peu importe ton vécu, en fait. Là. OK. Nous, on croise, je veux dire, on a croisé, oui, des personnes qui viennent de milieux très défavorisés, qui, c'est ça, je l'ai dit, que à quelque part, ils sont nés, puis malheureusement, ils ont été confrontés dès la naissance à beaucoup de choses, j'ai envie de dire, dramatiques. Il y en a que c'est arrivé plus tard, mais au final, ils ont besoin d'aide. Je pense que c'est... La difficulté, elle reste présente, là. Oui, le besoin, puis il est là. Moi, à l'hébergement, oui, c'est ça. J'ai vu des personnes vraiment devenant de milieux criminalisés, devenant de milieux, j'ai envie de dire, c'est ça, de pauvreté. Mais j'ai vu des gens de profession. Ben oui, ben oui. De toutes sortes de professions qui sont venus chercher de l'aide. Ben parce que, tu sais, puis tu peux m'en parler un peu, là, mais... Tu sais, j'imagine qu'il n'y a pas de portrait type du suicide, là, tu sais, ou des gens qui sont concernés par les idéations suicidaires. Fait que, tu sais, effectivement, il doit y en avoir de toutes les sortes, de toutes les professions, là. Ben, en fait, c'est qu'il existe des recherches, entre autres de Monique Séguin, qui a fait des trajectoires de vie. Il y avait 4 trajectoires. Je sais pas si je m'en souviens de toutes. Il y a évidemment les gens qui, comme je dis, sont nés dans les difficultés, dans la négligence, etc. Dès le début de leur vie. Il y en a que le début de la vie, ça a été quand même correct, mais un peu plus tard dans l'enfance ou l'adolescence, c'est apparu. Mais il y a d'autres trajectoires que finalement, ben, entre autres, si on pense aux hommes de 40 ans qui vivaient une rupture, mais qui au final ont jamais eu énormément de difficultés dans la vie, sans dire que c'était tout facile, ont jamais eu, mais quand est arrivée la grosse difficulté pour eux, malheureusement à ce moment-là, ils se sont enlevés la vie. OK. Il y a des gens qui, surprenamment, ça arrive vraiment beaucoup plus tard. Fait que oui, il y en a des trajectoires, oui. Je pense que les recherches le démontrent, que les gens qui ont peut-être moins des fois d'éducation ou que c'est ceux qui sont venus de milieux beaucoup plus pauvres, vont avoir plus tendance à penser au suicide. Si je pense aux jeunes, quand je dis jeunes, je parle de moins de 18 ans, ben oui, il y a des recherches qui démontrent, entre autres, que ceux qui ont été davantage dans les centres de jeunesse ont plus de chances de penser au suicide et de se suicider. Mais en même temps, le suicide, à mon avis, peut quand même toucher tout le monde. Ben parce que j'en vois dans le milieu, que ce soit infirmière, médecin,
des intervenants. Ben oui. Tout simplement des intervenants. Mhm. Je dis ça, j'en ai vu vraiment de toutes sortes de milieux. Puis est-ce que tu sais les chiffres, mettons Québec, Canada, c'est quoi l'ampleur du suicide? Là, j'avoue que c'est pas, j'en fais pas un secret, là, mais là, dernièrement, moi, j'ai été comme en arrêt de travail pour prendre soin de moi. Donc, quand est arrivée la semaine de prévention du suicide, là, il y a des nouvelles données qui sont sorties et j'avoue que, OK. vu que je reviens tout juste de mon arrêt, j'ai pas pris le temps de regarder ces chiffres. Mais je sais que ça n'a pas changé vraiment au Québec. On parle de 3 suicides par jour au Québec. Ah ouais, hein? Ouais. Puis je pense qu'on parle de plus ou moins 80 tentatives de suicide par jour au Québec. 80? Ouais. OK. Je m'attendais pas à ce chiffre-là, quand même. Ouais. Mais en même temps, de ce que j'ai pu comprendre, parce que là, en fait, il y a toujours un délai quand les statistiques sortent, hein, pour différentes raisons, dont le fait que ça prend du temps avant d'avoir les rapports des coronaires. Mais il me semble qu'on est vraiment à un taux très bas. Je pense que c'est pour le 2020 que les données sont sorties. Et il me semble que c'est dans les plus bas là, qu'on a eu là, depuis plusieurs années. Mais Ok. là, je parle vraiment, étant donné que j'ai pas le chiffre dans ma tête, Ouais. là, je fais attention. Mais depuis que moi j'ai commencé à travailler au centre de prévention au suicide, on voit une diminution. Parce que c'est en 99 qu'on a vraiment atteint un taux de suicide là, très élevé. En 99, on avait, pour l'année, 1620 suicides. C'est beaucoup. 1620 Ouais. suicides? Puis là, dans les dernières années, on était dans les 1100. OK. Donc, quand même, c'est ça, il y a eu quand même une belle diminution. Par contre, il faut que ça continue aussi. Mais au début pour 2020, je pense que ça a diminué. Là, c'est à savoir si ça va demeurer ainsi là, à travers les années. Mais je pense que les organismes, que ce soit directement en prévention du suicide, mais avec toutes les problématiques, je pense que les intervenants sont conscientisés, puis de plus en plus sont formés aussi pour intervenir. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place là, pour faire en sorte que il y a quand même une offre de service qui est accessible, parce que souvent j'entends, il n'y a pas de service, il n'y a pas de service. Certes qu'il y a des services qui sont plus difficiles à avoir que d'autres, mais quand il est question de prévention du suicide, avec la ligne 1866 appel, entre autres, partout au Québec, avec le 811 aussi, le 811 option 2, qui font pas juste la prévention du suicide, qui font toutes sortes d'interventions. Ouais. Mais il y a quand même des choses qui sont accessibles là, pour les personnes en détresse. Donc, je pense qu'il faut aussi, quand on continue à travailler pour la prévention, autant de faire des sensibilisations, mais là, le gouvernement a, je pense que c'est en mai dernier, là, sorti la stratégie nationale en prévention du suicide, qui fait aussi des recommandations pour améliorer finalement la prévention, puis encore continuer à diminuer le taux de suicide. Je pense qu'il faut, c'est ça, si on se concentre sur les moyens qu'on peut prendre pour le faire, c'est important de le faire en fait, là. Puis tu peux-tu nous parler, tu as dit dans le fond qu'on peut être formé en tant qu'intervenant, mais Oui. il y a aussi Sentinelle? Oui, effectivement. Les Sentinelles, en fait, c'est une formation d'une journée offerte gratuitement là, par le Centre de prévention suicide. Mais aussi, je pense que c'est partout de même au Québec. C'est vraiment une formation qui est gratuite. Puis les Sentinelles, c'est finalement des gens, j'ai envie de dire, de la population qui peuvent avoir quand même des chances de côtoyer des personnes en détresse, qui vont avoir, j'ai envie de dire, des outils pour peut-être mieux repérer ces personnes-là, être en mesure de poser la question à savoir si la personne a des idées suicidaires, puis ensuite de tout, être capable de la référer au bon endroit. Donc, nous, des Sentinelles, on a vraiment formé, j'ai envie de dire, de tous les horizons. Souvent, on a formé
je vais donner des exemples, là, mais dans des usines comme entre autres l'abbaye, on a formé des sentinelles à l'abbaye. On a formé des sentinelles chez Cogeco. Tu sais, on est beaucoup dans des milieux de travail où il y a des personnes, justement, qui sont là pour repérer, valider si la personne a des idées suicidaires et ensuite l'envoyer au bon endroit. Des fois, je fais la blague, mais en fait, c'est pas vraiment une blague parce que je le pense vraiment, mais les coiffeuses devraient tellement aller suivre la formation sentinelle. On jase beaucoup à cette chaise-là. Ben, en tout cas, moi, ma coiffeuse, c'était un peu ma psy. Ah non, c'est beaucoup. Donc, ou des fois, je pense aux chauffeurs d'autobus de ville, là. Je pense à eux quand je pense sentinelle, parce qu'eux autres aussi, des fois, quand la personne s'installe en avant pour raconter sa vie, je pense que des fois, ils pourraient être les bonnes personnes pour référer les gens suicidaires aux bons endroits. Donc, c'est ça, la formation sentinelle, ça nous apprend, on va parler entre autres des mythes et réalités aussi, on va essayer de défaire un peu des fois les préjugés qu'on a, qui sont complètement normaux par rapport au suicide, mais c'est vraiment, c'est ça. Parce que j'ai envie de dire que oui, il y a un enjeu pour le commun des mortels, monsieur, madame, tout le monde, à poser la question à savoir si la personne a-tu des idées suicidaires, hein? Ouais. C'est pas facile. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas facile pour les intervenants non plus. Moi qui forme davantage c'est ça, les professionnels du réseau de la santé, des services sociaux, je me rends compte que c'est ça, il y en a beaucoup qui vivent le malaise de poser cette question-là. Souvent, c'est par peur d'être trop direct, de briser le lien. Mais pourtant, demander à quelqu'un si elle a des idées suicidaires, ça devrait être aussi facile que de demander si elle fait de la température, en fait. Et on veut voir comment le mental va, là. Ben Donc, oui. si la personne a vit des difficultés en ce moment, qu'on voit que, ben, je sais pas, elle vit un deuil ou une perte d'emploi, une rupture, on devrait prendre tous l'habitude de demander à l'autre, est-ce que ça t'amène des idées suicidaires? Est-ce que tu penses au suicide en ce moment? Puis j'ai envie de dire que même moi, autant que ça fait 17 ans que je travaille là-dedans, que quand il y a des gens qui appellent ou qui viennent au centre, j'ai aucun problème. Quand c'est une personne proche de moi, j'ai plus de difficultés à poser la question. Mais est-ce que c'est parce que je suis mal à l'aise avec le mot? Je pense pas. Je pense que c'est clair que j'ai peur d'avoir... C'est quoi la réponse que je vais recevoir? Puis clairement que pour un proche, ben, tu sais, intervenant, c'est pas... Ben, j'interviens pas de toute façon. On conseille pas. On s'arrête, là, mais je veux pas intervenir, mais je vais... C'est ça. Ben oui. Je veux pas, en fait, parce que j'ai pas envie que mes proches pensent à ça. Je sais c'est quoi, en fait, la souffrance reliée à ça, mais c'est ça. Ça serait difficile d'entendre la réponse, là. Ça serait effectivement difficile, mais en même temps, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir une personne très proche de moi qui m'a appelé suite à une tentative, puis ben, je me suis rapidement sentie dépassée, mais j'ai rapidement eu le réflexe d'appeler dans mon organisme et j'ai eu facilement de l'aide d'un de mes beaux collègues pour pouvoir intervenir avec la personne. Donc, Puis il y a aussi la fameuse formulation des idées noires. Hein, as-tu des idées noires? Qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me souviens que Geneviève m'a formée. Elle m'a dit de pas dire ça. Ben, effectivement, les idées noires, en fait, c'est que le concept des idées noires est vraiment trop large. Ben, il y a des personnes qui vont commencer par ça parce que ça les rend plus à l'aise, puis j'ai envie de dire, si ça te rend à l'aise, fais-le. Mais si la personne te répond que oui, elle a des idées noires, assure-toi que ce qu'elle veut dire, c'est vraiment des idées suicidaires. Ouais. Parce qu'au final, avoir des idées noires, ça peut être très, très large. Puis des fois, une personne va nous dire « Oui, j'ai des idées noires », mais ça veut pas dire pour autant qu'elle a des idées suicidaires. Avoir des idées noires, ça peut être juste d'être, tu sais, plus négatif, ruminer davantage des choses, mais ça veut pas dire nécessairement que la personne pense au suicide.
Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est ça. Si parler d'idées noires en premier te rend plus à l'aise parce que tu trouves que c'est trop direct, ben c'est correct. Mais si après ça, la personne dit oui, faudrait aller voir plus loin. Puis même si elle dit non, c'est ça. C'est quand même un guess de dire... de s'arrêter là. Je pense qu'il faudrait aller voir quand même plus loin. Au moins être sûr qu'on comprend la même chose par idée noire, tu sais, Ouais, la même exactement. signification, là. Exactement. Puis des fois, c'est juste de dire, regarde, là, ce que tu vis en ce moment, c'est pas facile. Fait que j'aimerais ça savoir, est-ce que tout ça, ça t'amène à penser au suicide ou ça t'a déjà amené à penser au suicide? Des fois que de faire le lien avec ce que la personne nous partage, ça met la table. Puis c'est pas parce qu'on dit ça que ça veut dire qu'elle est obligée d'en avoir, là, tu sais. Non, c'est ça. L'important, c'est de s'assurer que si elle en a, elle puisse être dirigée vers les bons endroits. Ouais. Parce que je pense qu'il y a un mythe qui persiste quand même, là, de en parler, ça l'encourage, ou en parler, ça donne des idées. Clairement pas. Mais non, ça donnera jamais Non. l'idée à quelqu'un qui n'a pas d'idée suicidaire de penser à ça. Je veux dire, est-ce que tout le monde pense au suicide? Je pense que ça arrive quand même à beaucoup de gens d'y penser peut-être une fois dans leur vie. Mais après ça, il y en a qui y penseront jamais puis que ça va pas plus leur donner l'idée d'y penser parce qu'on leur a posé la question. Non, ça donnera jamais l'idée, là. Si on pose la question puis que la personne en a pas, elle n'en a pas, puis c'est tout, là. Ben oui. Puis y a-tu un autre mythe ou une autre affaire par rapport à la problématique que t'es tanné d'entendre? Tu sais, que t'aimerais déconstruire, qu'on arrête de dire ça? Ben, c'est sûr que tout ce qui est l'aspect de c'est courageux ou lâche, en fait, là, de se suicider, ouais, ça, c'est sûr que j'aime pas ça parce que pour moi... ou quelqu'un qui va dire il a réussi son suicide, là, tu sais... Ah ouais, ça me dérange. Ouais. Parce que moi, je vois pas qu'il y a pas de réussite à se suicider, là. Malheureusement, non. La réussite, je la vois quand, justement, la personne... elle retrouve l'espoir. Elle retrouve l'espoir. Ben oui. C'est ça. Elle arrive à s'en sortir. C'est là que je vois de la réussite. Malheureusement, c'est ça. On parle souvent, c'est ça, d'une personne qui a réussi son suicide. C'est ça, ce mot-là, on va davantage parler d'un suicide qui est complété, en fait, ou non complété. Mais quand on parle de suicide ou de tentative, il a réussi sa tentative de suicide, il y a quelque chose vraiment que j'aime pas là-dedans. C'est pas un examen. Puis sinon, c'est ça, courage, lâche. Parce qu'au final, ben, c'est pas ni un ni l'autre. C'est ça. Qu'est-ce qui est courageux, qu'est-ce qui est lâche? Ouais, exactement. C'est pas ni un ni l'autre, parce qu'au final, le suicide, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour arrêter de souffrir, là. Puis c'est pas courageux, c'est pas lâche, c'est ça. OK. Fait que c'est dit ici. On arrête d'en parler, on arrête de dire ça. On arrête de dire ça. C'est terminé. Ouais. Puis peut-être aussi... Ouais. les gens qui parlent de suicider, ils le font pas. Ou ils recherchent l'attention. Ça aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je trouve que... c'est de mettre une étiquette, en fait... Est-ce qu'il y a des gens... En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, même ceux qui en parlent pas ont laissé des signes autour d'eux. Des fois, c'est sûr que les signes de détresse sont moins visibles que des personnes qui disent ouvertement « je veux me suicider ». Malheureusement, je trouve que dans les personnes, les troubles de santé mentale qu'on rencontre, puis les troubles de comportement, malheureusement, les personnes avec un trouble de personnalité limite, ils ont souvent l'étiquette de vouloir de l'attention. En même temps, quand tu regardes leur bagage de vécu, d'agression, de négligence, name it, tu te dis, ben, c'est peut-être normal qu'ils en veulent de l'attention, ils en ont jamais eu.
Puis en même temps, ben on dirait que des fois, avoir ça, ce discours-là, c'est juste une recherche d'attention, mais ça fait en sorte qu'on met plus les efforts nécessaires à protéger cette personne-là. Parce que c'est comme si, parce qu'elle recherche de l'attention, elle le fera jamais, mais c'est faux. Il y a malheureusement, dans les troubles de santé mentale, je pense que les troubles de personnalité limite, c'est malheureusement des personnes qui, au niveau du taux de suicide, est quand même plus grand que d'autres problématiques. Donc, c'est ça. Ça aussi, j'aime pas vraiment ça, entendre ça. Parce que je me dis, quand on arrive à... Moi, dans la vie, je peux chercher de l'attention de différentes manières. Moi, j'aime ça, l'attention, en fait, je m'en cache pas. Mais voilà, je participe à des balados. J'essaye de donner des conférences. Je vais chercher l'attention dont j'ai besoin d'une certaine façon, puis j'ai pas besoin de dire que j'ai des idées suicidaires pour en avoir. Donc voilà, pour moi, l'expression des idées suicidaires, ça demeure quand même quelque chose... C'est l'expression d'une souffrance qui est vraiment là, qui est présente, puis ce qui est malheureux, c'est que quand tu penses au suicide, puis que t'as mal à l'âme, ben c'est bien plus difficile de le montrer aux gens versus, tiens, je me suis cassé le bras, mon bras il est dans le plâtre, j'ai mal. Ben oui, puis tu sais, je pense que, comme ton exemple, de façon générale, dans la société, c'est beaucoup comme plus accepté, en gros guillemets, là, ben, il s'est cassé une jambe, mais d'accepter que c'est quelque chose dans la santé mentale, une souffrance, là, c'est comme plus tabou aussi, là, moins accepté, plus tabou beaucoup, là. Oui, effectivement. En même temps, j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'à travers les années, les tabous diminuent, mais ça reste que c'est pas encore... Il y a encore du chemin à faire. Ouais. Mais il y a vraiment des efforts de partout qui sont mis en place pour tenter de rendre ça moins tabou. Parce que je me souviens que... Je pense que c'était dans une enquête là, sur la santé publique, mais là, ça date là, quand même de 2008 peut-être. Là. Il y avait une personne sur 3 qui voulait pas demander de l'aide par peur du jugement, des stigmas. Ah ouais? Ouais. Hey, 1 sur 3. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il faut encore et toujours peser sur le clou de demander de l'aide, mais c'est vrai que c'est pas facile de demander de l'aide. Ouais. J'ai envie de dire que si moi j'ai en tout cas, je dis pas que j'ai eu j'ai pas eu une vie difficile, j'ai pas eu une vie facile non plus, mais j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais s'il y a une chose pour lesquelles, malgré que les événements difficiles que j'ai vécus, que je suis contente, c'est que ma mère, elle m'a envoyé rapidement chercher de l'aide quand j'étais enfant. Donc, pour moi, c'est vraiment facile. C'est plus facile, je pense, des fois, d'aller chercher de l'aide psychologique que si j'ai mal à quelque part physiquement, de dire, bon, là, c'est-tu le temps d'aller consulter? Fait que, pour moi, c'est facile de demander de l'aide au niveau du psychologique. J'ai envie de dire que c'est ça. Évidemment, il n'y a pas assez de professionnels pour pouvoir... Puis à un moment donné, on n'enverra pas les enfants non plus se trouver des problèmes pour rien, mais quand même, je sais pas si un jour on pourrait trouver un moyen que dès justement l'enfance, les jeunes puissent, à développer cette facilité-là d'aller en chercher quand c'est nécessaire, parce que, en tout cas, pour moi, ça a été payant en tant qu'adulte de dire, ben... Voilà, là, je vais pas bien, voici ce que je fais, puis... Pour toi, c'est un réflexe. Ouais, exactement. Là. Ben oui, exactement. Ouais. Puis je suis pas gênée d'en parler. Je parle ouvertement que je vois un psy. Tu sais, tantôt, je parle de mon arrêt de travail, mais voilà, j'ai été arrêtée parce que je me sentais mentalement épuisée. J'ai pas de gêne à parler de tout ça. J'en parle ouvertement parce qu'au final, ben, je me rends compte que plus que j'en parle... Plus qu'autour de moi, j'entends « Moi aussi, ça m'est arrivé. » Les gens se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à vivre des choses pareilles. Mais non, exactement. Quand j'ai développé davantage de l'anxiété,
encore une fois, autour de moi, j'en ai parlé, puis j'ai été surprise de voir combien de mes proches, des gens aussi de ma famille, que je m'attendais pas à ça, qui me disent « Ah, ben, moi aussi, Ouais. je fais face à ça. Fait que, moi, c'est ça, ça m'a toujours... on dirait que parler puis dire « Ben, voilà, je vis ça », ben, je me rends compte que finalement, il y en a bien plus qu'on pense qui vivent la même chose. Ben oui. Ben oui, puis tu sais, quand tu dis 1 sur 3 aussi, ça me fait penser que à quel point c'est important que la réponse que tu as quand tu tournes vers quelqu'un pour te confier, c'est important que cette réponse-là soit adéquate, tu sais. Oui. Comme tu disais tantôt avec les sentinelles, comme ici au Calax, tu sais, le dévoilement après une agression sexuelle, c'est hyper important, la réaction que la personne va avoir, tu sais. Puis j'imagine que c'est la même chose en prévention du suicide aussi, là. Fait qu'avoir des bonnes attitudes pour bien recevoir ces confidences-là, c'est important, là. Oui, C'est une effectivement. grosse différence. Là. Oui, tout à fait. Oui, de pas, des fois, j'ai envie de dire, des fois, de pas, c'est ça. Ah, mais des fois, on se donne beaucoup. J'ai envie de dire qu'on se donne. Je sais pas, c'est des trop gros objectifs, là. On essaie de rendre ça plus compliqué que ça l'est. Mais des fois, juste d'être là, d'écouter, de valider, normaliser. C'est pas facile ce que la personne vit en ce moment. Des fois, c'est juste ça que quelqu'un a besoin. Des fois, je pense que c'est juste le malaise qu'on peut vivre qui va nous amener à dire des choses qui, des fois, sont pas super utiles. Des fois, j'en parle souvent quand je donne des conférences. Éviter les phrases toutes faites. Quand quelqu'un, exemple, vit une rupture, hein, tu l'as sûrement déjà entendu. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ça l'a toujours aidé quelqu'un, cette ça phrase-là. l'a toujours aidé. Non, mais je sais qu'il y a des gens que se dire des phrases de même à eux autres mêmes, ça leur fait du bien, puis c'est correct, là. Mais des fois que de la recevoir, là... parce que des fois, ça peut donner juste l'impression que ce qu'on vit, c'est banalisé. Même si c'est pas ça, là, l'intention de la personne. Ouais. Mais moi, je fais toujours la blague. Je les attends toujours, les 10. Fait que c'est ça. C'est fait dans des bonnes intentions, mais des fois, c'est pas soulageant de se faire dire ça, versus de se faire dire « je te crois, j'entends ». Que c'est pas facile en ce moment. C'est difficile ce que tu vis. C'est ça. Puis tu sais, je sais que de mon expérience, je sais que quand on rentre au CPS en tant qu'intervenante, t'es formée, t'es bien accompagnée. Oui, ben oui. Tu sais, t'es super bien guidée là-dedans, justement, pour intervenir de façon adéquate par la suite. Mais quelqu'un, mettons, tu sais, justement, qui a pas encore rentré dans le processus au CPS, puis qui travaille pas là, qui le sait pas, puis que ça lui fait peur de travailler avec cette problématique-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, de m'appeler. On appelle Pardon. Geneviève. Non, il faut pas, là. Non, mais effectivement, mais est-ce que... Ben, c'est sûr que si on a... c'est de prendre l'information, puis c'est ça, il y a des formations... Il y a des formations qui se donnent pour les professionnels. Il y a la formation de 3 jours. Une personne qui vient travailler en prévention du suicide, elle commence pas, on la met pas sur le plancher, comme on dit, elle rentre, puis 2 minutes après, vas-y, tu sais, t'es capable. Il y a quand même une intégration qui se fait. Il y a de la formation qui est donnée. Chez nous, c'est ça, c'est des intervenants qui accompagnent les nouveaux en intégration. Qui, autant au niveau de l'intervention téléphonique, le nouveau va écouter dans un premier temps pour ensuite être écouté dans un deuxième temps. C'est ça, et je veux dire, il y a vraiment un processus qui se fait, puis que la personne elle va prendre le temps de connaître finalement le fonctionnement, là, que ce soit de l'hébergement ou de l'intervention téléphonique, pour pouvoir après ça être à l'aise là, le plus possible de le faire. Évidemment, moi, je pense que c'est vécu pour une majorité. Je pense que ça doit prendre quand même une bonne année avant de se sentir, j'ai envie de dire, à l'aise, là. De manière générale.
Parce que les situations, évidemment, sont jamais pareilles. On travaille vraiment avec des personnes différentes, uniques. Donc, une intervention qui marche avec un ne fonctionnera pas nécessairement avec un autre. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut être patient, puis il faut se laisser du temps, puis il faut s'accueillir là-dedans avec bienveillance. Je pense pas que quand j'ai fait ma première année en 2006, je me sentais aussi solide que là, je me sens, mais j'ai quand même 17 ans. Puis après ça, ben il faut pas arriver à se comparer avec moi parce que, ou même avec les plus vieux. Je le vois, entre autres, avec des intervenants que ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, puis que les gens se comparent avec eux, mais ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans d'expérience. Et c'est ça, il faut se laisser le temps aussi. Au final, c'est dans les apprentissages, là. Puis c'est quand on ose aussi des choses que au final, on voit si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, là. Et évidemment, ça peut être stressant parce que, tu sais, on a le risque que, malheureusement, la personne, elle décède. Je dis pas que ça l'arrive jamais, mais plus souvent qu'autrement, je veux dire, les personnes sont en vie. Oui. Puis quand il arrive un suicide, ça n'a pas rapport avec l'intervention. Des fois, ça va au-delà de ça. Il y a tellement de facteurs qui jouent à ce qu'une personne s'enlève la vie. C'est ça. Puis c'est toujours plusieurs raisons qui amènent une personne là. Fait que... Mais c'est sûr que malheureusement, ça fait partie de la réalité que on est à peu près certain de rencontrer à un moment donné dans notre carrière, de perdre un usager par suicide. Puis selon justement, est-ce que moi j'ai été son intervenant, quelle relation j'avais avec cette personne-là, ça peut être vécu là, de manière plus difficile à certains égards, mais ça reste que perdre un usager par suicide, ça peut arriver à tous les intervenants, tous les professionnels du réseau de la santé, pas juste en prévention du suicide. Là. Oui. Puis comment que l'organisme peut soutenir un intervenant qui rencontre des difficultés comme ça après la perte d'un usager? En fait, au centre, on a quand même un PAE là, qui est présent, là, qui est offert. Après ça, évidemment, que ce soit moi ou mes autres collègues, là, que ce soit même mon directeur, j'ai envie de dire, ou les coordonnatrices qui sont présentes, on est là pour accueillir, entendre, puis... moi, je sais que quand c'est arrivé, j'ai offert des rencontres là, pour voir l'évolution, pour normaliser aussi des choses à travers de tout ça. Je pense que, en tout cas, moi, je pense qu'une des forces du Centre de prévention suicide, c'est vraiment son équipe. J'ai toujours cru qu'on était une belle équipe. Oui, on a nos hauts et nos bas. Oui, on s'entend pas toujours, mais ça reste que je crois qu'on se soutient beaucoup puis qu'on est beaucoup solidaires les uns aux autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment aidant des fois pour une personne qui, malheureusement, vit son premier décès. Là, OK. C'est une belle équipe, faut le dire, là. C'est pour ça non plus qu'il faut pas se gêner à appeler. Tu sais, moi, à chaque fois que je fais une référence au CPS, je le dis, tu sais, c'est des amours au bout du fil. C'est vraiment des personnes qui vont prendre le temps de vous écouter puis de vous aider dans ce que vous allez lui dire, dans le fond, là. Oui, parce que encore une fois, moi, je le répète, moi, mon premier souci en tant que coordonnatrice, c'est les services qu'on donne aux gens. Fait que certainement que je vois à ce qu'on donne des bons services. Du mieux qu'on peut, puis dans l'accueil, dans la bienveillance, dans le non-jugement. Ouais. Puis en terminant, ça fait quand même un moment qu'on discute, là. C'est quoi ton souhait que tu aimerais par rapport à la problématique ou par rapport à ton organisme? Quelque chose que tu aimerais qu'il se développe ou... j'ai envie de dire que c'est sûr qu'un des premiers souhaits, c'est au niveau... de l'amélioration, oui, des conditions de travail, mais je pense que ça s'est quand même amélioré là, beaucoup là, depuis les dernières années. Mais c'est aussi, c'est ça, comment je dirais ça? Malheureusement, on fait face à une crise de la main-d'œuvre là, qui nous affecte. Donc, évidemment, je pense que le souhait par rapport à mon organisation, c'est qu'on arrive à un certain niveau de stabilité.
que ce soit pour l'équipe en soi, mais aussi pour les gens qui reçoivent de nos services. Par rapport à la prévention du suicide, moi, je pense que mon souhait, puis ça fait longtemps que c'est ça, c'est vraiment de continuer à ce que le tabou diminue, puis aussi à faire en sorte que les gens aient de plus en plus de facilité à poser la question, puis ne pas avoir de gêne à le faire. Parce que juste ce petit mouvement-là personnel qu'on peut faire à ce sujet-là, je pense que ça peut aider quand même beaucoup de personnes. Le choix des termes, hein, parler de suicide sauve des vies, oser parler, ben c'est vrai, il faut oser en parler, il faut oser poser la question. Puis on va le voir, là, moi je me souviens que on avait vu une personne, je pense que c'était en formation, qui était arrivée puis qui disait je vis une rupture, et que là, on a fait OK. Fait qu'on a fait est-ce que ça t'amène des idées suicidaires? Ouais. Puis elle est partie à rire, elle a dit oh non, je me sens tellement libérée. Bon, OK. parfait, c'est ça. La réponse sera pas toujours oui, elle ne sera pas toujours non, mais elle sera pas non plus toujours oui. Donc, vaut mieux la poser, puis après ça, se dire que c'est correct, ou sinon, référer. Puis si après ça, on a eu un oui, puis qu'on sait plus trop quoi faire, mais le Centre de prévention au suicide est là pour vous aider, vous soutenir, puis prendre la relève aux besoins là, pour davantage évaluer la personne, là, ou vous donner les outils nécessaires pour aller plus loin si vous le voulez. Mais vraiment, on n'est pas tout seul après d'avoir posé la question. Moi, je l'ai dit, avec des proches, je me suis sentie mal à l'aise. Ben, j'ai passé le relais à mon équipe, puis j'ai été très heureuse des résultats. Là, donc, oui. OK. Ben merci Geneviève d'être venue. Merci d'avoir pris du temps et d'avoir jasé avec moi. Puis un 866 appel. Exactement. C'est le numéro à retenir. 1-866-277-3553. C'est vraiment important. C'est le numéro à rejoindre de jour et de nuit. De jour et de nuit. Ben merci beaucoup. Ben merci à toi.